Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge et dans la pause café. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis, mon ressenti, mon expérience par rapport à 4 ans d'entrepreneuriat que j'ai à mon actif en tant que créatrice, intégratrice et gestionnaire de site internet. J'ai essayé de chercher mes mots. Cet épisode de podcast n'est pas spécialement scripté, j'avais pas spécialement envie de le scripter aujourd'hui, je voulais juste être là et te parler un peu comme si on buvait un café. Donc j'ai mis quelques points. Bref, je vais tout simplement te parler des avantages et des inconvénients à être indépendant, indépendante, entrepreneur, entrepreneuse, freelance dans le web, c'est-à-dire dans tout ce qui est les métiers du web, donc tout sauf l'artisanat, tu vois, parce que c'est pas vraiment un domaine que je connais beaucoup, donc je me permettrai pas de dire des choses que je n'ai pas testées tout simplement. Du coup, je te propose de voir 3 avantages et 3 inconvénients. Le premier avantage, c'est bien sûr d'avoir ses propres horaires. Pour moi, avoir ses propres horaires, c'est quelque chose que je le mets en pole position parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis à mon compte et pour laquelle je pense que j'aurais du mal à aller dans le salariat. Avoir ses propres horaires, c'est-à-dire pas forcément travailler quand on veut, parce que même si on est libre d'avoir ses propres horaires en étant indépendante, on a aussi des contraintes par rapport aux clients, par rapport au support, voilà, par rapport à plein de facteurs extérieurs à nous. Mais c'est vrai qu'on peut plus souplement manager ses horaires que quelqu'un qui fait du 8h, 19h tous les jours, du lundi au vendredi. Par exemple, moi, le matin, je commence officiellement à travailler à 10h, 10h30. Entre midi et 14h30, c'est la pause repas. Et puis, je reprends de 14h30 jusqu'à à peu près 16h30, 17h. Et de 18 jusqu'à 21h, je vaque à mes occupations personnelles, voilà, je regarde des séries, je vais à la douche, je fais à manger, je mange, je fais la vaisselle, bref. Et des fois, quand je sens que j'ai pas assez avancé dans ma journée ou que je suis toujours motivée à travailler, après 21h, souvent, je travaille jusqu'à parfois minuit, 1h du matin. J'ai pas des horaires vraiment fixes du style je travaille de 8h à midi, de 14h à 18h. Je travaille principalement en fonction de mon énergie. Et il y a des jours où je vais avoir plus ou moins de l'énergie. Par exemple, des jours où je vais faire peut-être 3 visios dans la journée, 3 visios clients dans la journée. Peut-être que après ces 3 visios, je vais entre guillemets plus rien faire. C'est pas grave, ma to-do, je la fais le lendemain. Donc c'est vrai que être indépendant, c'est quand même vachement pratique. Le gros point de faire ses propres horaires, c'est pour tout ce qui est les rendez-vous médicaux, coiffeurs, pour aller faire les courses. Franchement, pour moi, c'est un énorme avantage parce que je peux aller prendre rendez-vous chez le médecin à 10h en pleine semaine. Le coiffeur, je peux le prendre dans la matinée en pleine semaine. C'est beaucoup moins contraignant que si j'étais, par exemple, salarié. Alors, tu pourrais me dire, oui, mais c'est aussi un inconvénient d'avoir ses propres horaires parce qu'on peut vraiment, du coup, empiéter sur notre perso et plus avoir de vie parce qu'on peut travailler quand on veut, etc. Après, oui, il y a toujours, on va dire, un sombre côté. Mais pour moi, vraiment, avoir ses propres horaires, c'est-à-dire travailler, si je veux travailler la nuit, je travaille la nuit, si je veux travailler tôt le matin, je peux travailler tôt le matin. Je trouve que c'est quand même le premier avantage finalement à être indépendant.
Le deuxième avantage, c'est tout simplement de pouvoir créer, modifier et supprimer tout type d'offres. C'est ça que j'aime avec l'indépendance, l'entrepreneuriat, on va dire. Je cherche mes mots. En fait, je veux dire, quand tu es dans un boulot de salarié, tu es pris pour un poste et du coup tu as une tâche. Par exemple, tu vas être hôte de caisse, tu vas être gestionnaire dans la relation client, peut-être gestionnaire dans le recouvrement, mais en fait ton travail ça va être relativement toujours la même chose. C'est-à-dire que sauf si vraiment, je veux dire, ça change relativement souvent, mais je veux dire, t'as des compétences, t'as une fiche de poste et c'est relativement le même, c'est relativement une routine finalement le travail en salariat. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas spécialement les routines dans le travail, parce qu'au début, je suis énormément à fond, j'adore apprendre de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, mais au bout d'un moment, en fait, avoir une routine au niveau du travail, pour moi, ça m'ennuie, et du coup, je perds de l'intérêt. Et le fait d'être indépendant, du coup, je trouve ça super top, parce que tu peux faire des offres autant que tu veux, du moment que tu as travaillé ta cible, ton objectif, ton client idéal, ton prix, et puis que tu as des clients. C'est-à-dire que je propose de la création de sites, mais j'ai pas spécialement envie de faire tout le temps de la création de sites. Il y a des fois où je veux juste faire de l'intégration, ou alors je veux juste vendre des templates, ou alors j'ai pas envie de vendre de templates, j'ai pas envie de faire de la création de sites, j'ai juste envie de gérer des sites et de gérer des outils comme Make, MailerLite, Trafcard, auprès de clientes. Et du coup, le fait de pouvoir créer des offres et de pouvoir vendre différentes offres, ça fait que je peux faire comme ça un roulement et que je suis pas toujours obligée de promouvoir la même offre, et ça me permet de changer et de pas toujours avoir la même chose. La liberté en étant à son compte, c'est que comme c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi qui vas décider en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple en fonction de l'énergie que tu as, de ton ressenti, de plein de choses en fait, tu vas pouvoir dire ok, là en ce moment j'en ai un peu marre de proposer des coachings avec des clients, ça me fatigue, je vais peut-être, vendre une offre fixe, par exemple des templates, une formation, etc. Et du coup, quand on aura marre de faire du coaching personnalisé parce que t'es épuisé ou parce que tu veux partir en vacances, tu pourras toujours proposer une autre offre en fait. Alors que si t'étais salarié, tu fais toujours la même chose et en fait il n'y a rien qui change, et en plus tu peux même pas décider entre guillemets de ce que tu fais parce que t'as ton patron au-dessus de toi, alors qu'en étant indépendante, tu l'as pas. C'est toi le patron en fait. Le troisième avantage, ça rejoint un petit peu le deuxième point, c'est tout simplement avoir énormément de diversité au niveau des projets. Dans le deuxième point que je viens de te parler, je te parlais que oui, tu peux changer des offres en fonction de ton énergie, de ce que tu ressentais, de si tu avais envie de faire ça ou ça. Mais il y a quelque chose en entrepreneuriat que tu n'as pas forcément avec le salariat, en tout cas pas dans tous les postes et dans tous les métiers avec le salariat, c'est tout simplement la diversité au niveau des projets. Quand tu es indépendant, tu peux mettre en place des projets qui sont super, méga, trop cool. Ça peut être des projets pour développer ta visibilité. Par exemple, au mois de fin juin, tout juillet, j'ai eu le projet du coup de lancer ce challenge d'épisodes de podcast et je le trouve trop cool. C'est très difficile pour moi de tenir le cap. Je l'ai dit à Justine dans le Slack de la formation MOVA, mais quand je enregistre et quand je monte à la chaîne des épisodes de podcast pour le challenge, je m'auto-saoule à m'entendre parler. C'est affreux, j'ai l'impression que je parle tout le temps. Alors que ce sont tout simplement des enregistrements d'épisodes à la chaîne pour pouvoir te proposer le challenge de 31 épisodes par jour, tous les jours, au mois d'août. Tu peux également créer un autre projet, je sais pas, tu rêves de faire ta boutique de template, tu peux mettre ce projet en place. Imaginons, là, tu travailles, je sais pas, peut-être pour des professionnels, mais tu pourrais par exemple avoir un projet auprès d'associations, par exemple. Bref, être son propre patron, être du coup chef de son entreprise, c'est aussi avoir énormément de possibilités de créer des projets, de te lancer dans des choses que tu ne pourrais pas forcément faire en étant salarié, et surtout de kiffer à mort ça, quoi. Je veux dire, un jour tu peux dans mon cas par exemple, je pourrais faire un site internet pour une coach de yoga, et puis le lendemain ou le mois prochain, je pourrais très bien faire un site internet pour une photographe engagée, ou alors pour une journaliste engagée. Le fait d'avoir autant de choix
dans les projets, finalement, je trouve que c'est un énorme avantage parce que là, encore une fois, en étant salarié, sauf si c'est toi qui gères, genre tes managers RH ou voilà, mais dans la plupart comment dire, des métiers de salarié, dans la plupart des postes, en tout cas de ce que je vois et de ce que j'entends auprès de mes proches, tu peux pas choisir tes projets. Tu peux pas dire, bah tiens, j'aimerais bien travailler avec un client dans le sport, par exemple. J'aimerais bien travailler avec un client dans le domaine, par exemple, des arts ou du spectacle. Alors qu'en tant qu'indépendant, bah, si tu veux travailler avec des entreprises dans le sport, eh ben, tu vas démarcher ou tu vas faire en sorte que ta com touche les entreprises du sport. Pareil, si tu veux toucher des gens qui sont dans le spectacle et dans l'art. On va maintenant passer aux inconvénients. Alors, je pense que être à son compte, quand on regarde la réalité des choses, il y a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages. Ce qui fait la différence, c'est que les avantages ont une plus forte valeur que les inconvénients. Je pourrais te sortir 10 inconvénients à être indépendant ou indépendante. J'en ai sélectionné 3 qui sont par rapport à moi. Mais voilà, je pourrais t'en sortir plein d'autres. Peut-être que je te ferai une liste un petit peu aléatoire des inconvénients généraux qu'on peut retrouver chez certains entrepreneurs et entrepreneuses. Le premier qui est pour moi l'inconvénient le plus majeur et qui est le plus compliqué, surtout quand on n'a que son entreprise pour nous permettre de vivre, c'est tout simplement le chiffre d'affaires et le salaire qui sont aléatoires. Alors je dirais pas totalement aléatoire parce que si tu arrives à bien piloter ton entreprise, tu peux plus ou moins faire un CA provisoire et des salaires provisoires, histoire de voir si t'es dans la bonne jauge, genre la jaune verte, orange, ou alors si t'es vraiment dans la zone rouge. Mais le fait d'être à son compte, c'est vraiment quelque chose de difficile de se dire ok, peut-être que ce mois-ci, je vais pas gagner autant que les autres mois. Donc, il faut que je mette de côté. Ça fait déjà 4 mois que je n'ai 0 client. Comment est-ce que je peux faire pour avoir justement des clients et du CA pour nourrir ma famille, ou alors si tu n'as pas de famille et que tu vis tout seul, pour payer mon loyer et vivre tout simplement. Alors, cette notion de CA et de salaire, quand t'es pas dans le monde de l'entrepreneuriat, elle peut être un petit peu compliquée, mais à titre personnel, je sépare exactement et de façon très très bien, enfin j'ai pas les mots mais c'est pas grave, la différence entre salaire et chiffre d'affaires. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Pour les personnes de l'extérieur, et peut-être toi qui m'écoutes, tu te dis, ok, la personne, elle a 2000 euros de chiffre d'affaires, bah c'est bon, elle vit bien. Non, parce que sur les 2000 euros de chiffre d'affaires, elle doit payer des taxes au niveau de l'État, impôts, URSSAF, CFE. Elle doit potentiellement payer des outils qu'elle utilise, par exemple un abonnement à Adobe Stock pour les photos, ou alors son hébergement pour son site ou celui de ses clients, si jamais elle propose à ses clientes d'héberger elle-même les sites internet. Des outils professionnels comme l'assurance, l'agence de médiation, bref, il y a plein de choses à prendre en compte, et surtout dans le CA, ce qu'on prend rarement en compte, en tout cas ce que je vois qu'on prend rarement en compte, c'est la trésorerie. Le deuxième inconvénient pour moi à être freelance, c'est la relation client. En 4 ans d'entrepreneuriat, en fait, grosso modo, la première année et une partie, voire même la première et la deuxième année, franchement, j'ai eu pratiquement aucun problème avec des clients. La plupart de mes clients, c'était des clients formidables, très compréhensifs, très gentils, très sympathiques. Franchement, des crèmes, des amours. Mais à partir de la 3e année, je sais pas ce qui s'est passé. Tous les clients relous se sont donné le mot. Vraiment, je pense que Alors, j'ai eu très peu de CA la 3e année parce que on est sorti vraiment de la crise de Covid et vraiment, il y a eu une baisse, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, il y a eu vraiment une baisse de chiffre d'affaires, en tout cas de mon côté, une baisse de clients également, parce que c'est la fin du Covid, tout reprend, on n'a pas forcément les moyens. Bref, j'entends. Mais le peu de clients que j'ai eu au bout de ma 3e année, ça a été vraiment des clients, pour la plupart, je dirais le 3/4, catastrophiques.
Alors tu dis, ah oui, mais c'est pas normal ça. Ouais, c'est pas normal, mais c'est également un petit peu ma faute parce que je faisais vraiment des prix très très bas. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de journaux de la pause café qui ne sont plus disponibles actuellement dans mon podcast. Mais pendant mes 2 premières années, je faisais des sites internet vraiment très très bas. Je crois que avant ma 3e année, le plus gros devis que j'ai pu faire et qui a été validé par un client pour un site internet, c'est 1400 € pour un site internet entier, tout compris, avec énormément de pages, Elementor Pro, etc., etc. Bref, je faisais des prix vraiment très très bas et très très dérisoires, ce qui fait que je m'en sortais pas. Et quand j'ai eu des clients relous, je me suis vraiment tout pris dans la figure pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais des clients relous qui me prenaient du temps, de l'énergie et du coup de l'argent, mais c'est surtout que le prix auquel je les facturais, finalement, il était vraiment dérisoire par rapport au temps et à l'énergie que je mettais avec ça. Et du coup, c'est ça l'inconvénient, parce que un salarié, lui, en fait, bon, à part certains salariés qui vont travailler avec des clients, mais ils vont avoir des directives. Du coup, certes, il y a certains salariés qui vont peut-être avoir des clients chiants, mais ça sera toujours cadré. Ça va toujours être l'entreprise, le RH, tout ça qui va cadrer le fait de comment on fait avec un client pas content, un client satisfait, quelle est la procédure en cas de réclamation, etc., etc. Quand tu es à ton compte, c'est toi. C'est toi l'entreprise. Donc c'est à toi de tout te prendre dans la figure et de pouvoir gérer cette relation client qui est un peu compliquée. Alors quand je parle de relation client compliquée, je parle de la relation client compliquée où par exemple le client il est un petit peu trop intrusif, c'est-à-dire qu'il t'envoie des SMS, des messages, même le week-end. Je parlais aussi du client qui est un petit peu, j'appelle ça le client enfant, c'est-à-dire que même une fois que la prestation est terminée, il est toujours là à venir te demander des conseils, à te poser des questions, et au final, tu finis par faire un peu du consulting, du mentorat gratuitement, sans t'en rendre compte, pendant des mois. Il y a aussi le client chiant qui, sous prétexte que tu es à ton compte, que, en tout cas, j'étais très jeune, vu que je me suis mis à mon compte à 20 ans, te parle comme si tu étais sa fille, ou en tout cas quelqu'un d'inférieur à toi, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être un petit peu compliqué, et quand tu es tout seul à ton compte, je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus compliqué, c'est gérer les problèmes avec les clients. Quand tu es un salarié, comme je te le disais, tu as un manager, tu as des collègues, tu peux te référer, tu peux demander de l'aide. Quand tu es tout seul, que tu n'as pas forcément les moyens de déléguer la gestion client ou autre, ça peut vite devenir compliqué et ça peut vite te rendre malade. Donc voilà, pour moi c'est le 2e inconvénient. Le 3e inconvénient pour moi, et un des derniers du coup, c'est le multitâche. Alors, d'un côté, j'adore le multitâche. Je te l'ai déjà dit, tu le sais probablement, peut-être, mais je suis quelqu'un qui touche à tout. J'adore découvrir un outil, j'adore découvrir de nouvelles compétences, j'adore me former, j'adore apprendre comment marchent et comment fonctionnent les choses. J'adore mettre en place de nouvelles choses. Mais l'inconvénient, c'est que le multitâche, ça peut être très vite épuisant. C'est-à-dire que quand tu es salarié, tu fais ton job. C'est-à-dire, tu fais ce pourquoi tu es payé. C'est-à-dire une fiche de poste, je sais pas, tu dois traiter les non-paiements, par exemple pour ta boîte. Tu sais ce que tu dois faire, on te donne des tâches, tu les fais, et puis une fois que tu as fini ces tâches, tu as fini ton travail, et puis voilà. Ou alors, tu es salarié, tu fais du 9h, 19h, et puis une fois que c'est 19h, hop, tu rentres chez toi, et puis basta. Quand tu es à ton compte, ça c'est compliqué. Parce que tu vas devoir devenir multitâche. C'est-à-dire que tu vas devoir avoir des compétences en droit et en législation pour suivre les textes de loi, les nouvelles réglementations par rapport aux professionnels. Tu vas devoir avoir des compétences en comptabilité, je vais y arriver, c'est-à-dire faire ta compta, garder les factures, etc. Alors il existe plein d'outils pour tout ça, mais il faut quand même les avoir. Il faut que tu gères tout ce qui est administratif, les impôts, l'URSSAF, et puis tout le reste finalement, tout ce qui est facturation, devis,
etc. Il va falloir que tu gères la relation client, les clients pas contents, les clients qui attendent de toi des devis, les appels découvertes, etc., etc. Tu vas devoir également... qu'est-ce que je peux dire ? Ah oui, dans la comptabilité, tu vas devoir aussi également gérer ta trésorerie. Est-ce que tu as suffisamment fait de chiffre d'affaires pour te payer cette formation pour monter en compétences ? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 500 € pour cette formation pour ensuite les regagner par la suite et tu auras une nouvelle compétence ? Il faut que tu fasses ton propre métier aussi. Il faut également que tu fasses toute la com et le marketing, donc par exemple potentiellement de la création de contenu sur les réseaux sociaux, du démarchage, du réseautage. Peut-être que tu vas devoir organiser ou aller à des événements, donc ça aussi ça se prépare. Bref, tout ce que je viens d'énumérer, c'est ce qu'une seule personne peut faire en étant indépendante quand elle est toute seule. Et ça peut être vraiment épuisant parce qu'en fait on a l'impression de travailler tout le temps. Et c'est ça qui est principalement l'inconvénient, surtout quand tu exerces un métier passion, c'est que quand tu as un métier passion, t'es à fond dedans et tu vois pas forcément que t'es trop dedans en fait finalement. La petite astuce, si jamais tu fais un métier passion et que tu sens pas qu'il te bousille la vie, mais qui te prend de l'énergie, que tu te sens épuisé et que tu n'en peux plus parce que tu vis à 400 à l'heure et t'as pas le temps de respirer, c'est de te trouver une autre passion. Ce que j'ai fait, donc c'est pareil, durant ma 3e année où je travaillais beaucoup pour mes clients, où j'en pouvais plus parce que je passais tous mes jours, 7 jours sur 7 pratiquement, et même la nuit à travailler pour des clients, leur répondre, etc. Bref, j'avais plus vraiment de vie pro, et quand on me demandait t'as fait quoi ce week-end ou tu fais quoi ce soir, c'était principalement je travaille. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube dans le let's play de jeux vidéo et également une chaîne Twitch dans le stream de jeux vidéo qui s'appelle La Pause de 16h. Et je sais que quand j'ai fini ma journée, en tout cas quand je décide que j'ai terminé ma journée, quand j'allume la console ou quand j'allume un jeu sur mon ordinateur pour jouer, parce que le jeu c'est vraiment ma passion, je l'ai déjà dit, j'adore jouer, je suis une geek, très clairement, je pourrais jouer toute la journée sans problème. Je sais que je dois arrêter de penser travail. Alors des fois ça m'arrive de recevoir un appel urgent d'une cliente pendant que je joue, je fais pause, je prends l'appel et basta. Ça reste quand même très très rare. Mais voilà, j'ai une autre passion, et le fait d'avoir 2 passions bien séparées, c'est-à-dire de bien définir que quand je travaille pas, je suis sur ma passion de jeu vidéo, ça permet de poser mon cerveau pro là sur la table et d'en prendre un autre et du coup de souffler et que ça soit moins épuisant. Pour terminer cet épisode de podcast, pour conclure, cet épisode qui aura été quand même un petit peu long pour quelqu'un qui n'a pas fait de script, je dirais que avant de se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi, il faut tester. Ça ne coûte rien de monter une micro-entreprise pour tester son projet d'entrepreneuriat. Alors certes, ça va te coûter peut-être au niveau compte bancaire, assurance, agent de la médiation, mais ça va pas te coûter non plus 5 000 € de te mettre à ton compte pour tester l'entrepreneuriat. T'as d'autres façons de tester l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a le portage salarial. Alors je n'ai jamais fait de portage salarial. Ça ne me correspondait pas du tout, donc je me suis pas plus intéressée que ça, mais peut-être que pour toi ça sera peut-être une des solutions. Voilà, moi on m'a toujours répété quand j'étais petite que quand on n'a pas goûté, on peut pas savoir si on n'aime pas. Pour moi l'entrepreneuriat c'est pareil. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas l'entrepreneuriat si tu ne l'as pas fait. Dernier petit conseil avant de vraiment fermer cet épisode de podcast, si tu n'es pas encore indépendante, que tu as des doutes, que vraiment tu sens que c'est quelque chose qui te tente, mais voilà, tu as peur de te lancer. Tout le monde a eu cette peur de se lancer, tout le monde a eu au moins la peur de jamais avoir de clients, de fermer, voilà, tout le monde l'a eu cette peur de se lancer. N'hésite pas à aller contacter des indépendantes ou des indépendants pour leur poser des questions. Je pense que la plupart d'entre eux te répondront avec bienveillance. Il y a des fois sur des Discord que je gère, des personnes qui veulent se lancer, on me pose des questions sur comment tu fais pour te donner un salaire quand t'as pas de clients, comment tu fais pour trouver des clients, etc. Et je leur réponds avec bienveillance. Donc n'hésite surtout pas à contacter des indépendants ou des indépendantes que tu pourrais suivre sur les réseaux sociaux avant de te lancer pour poser tes questions, quoi. Ils seront les plus à même à te répondre.
Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite une très bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour un prochain épisode de la Pause Café. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!